Ça, c'est les défaillances d'entreprise, bienvenue à toutes et à tous, à fin 2020. Vous voyez que là, on est en octobre 2020. Et il y a quelque chose qui est très curieux. Si vous avez suivi le monde tel qu'il vit depuis, la musique de fond est un poil trop forte, c'est bien probable. Ça devrait être mieux, là. Du moins, je l'espère. Dis-moi ce qu'il en est. Chant d'Igou. Donc normalement, ce qui devrait se passer, si vous avez bien suivi depuis mars ce qui se goupille dans ce pays, on devrait avoir des faillites énormes. Logique. Il n'y a plus d'activité pour les hôtels, pour les restos, etc. On aurait dû avoir tout un paquet de faillites en chaîne, et même de grosses boîtes hein, d'ailleurs. Il n'y a plus de vente, de tout un tas de services et de biens. Mais évidemment, le paradoxe c'est celui-là. Le nombre de faillites, il a chuté. Ça c'est quand même curieux. Alors il y a une remontée, une petite remontada là. Puis une rechute, là, c'est les dernières données qu'on a en octobre, novembre 2020. Comment est-ce qu'on explique que le nombre de faillites est chuté? À votre avis? Est-ce que finalement les boîtes se sont bien tenues? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose derrière? Mystère aide massive de l'État. Eh bien exactement. Merci, Bike Not Found, c'est tout à fait ça. Ça m'amène à mon deuxième graphique, et en fait il y en aura plusieurs. Ça c'est des données qu'on a eues aujourd'hui, comité de suivi des aides publiques. Il y a plusieurs éléments en fait qui font que les boîtes se sont pas totalement cassées la figure et que de fait elles ne font pas faillite. Elles sont effectivement soutenues. On a socialisé toute une partie et pratiquement une énorme partie en fait de leurs dépenses qui font que quand il n'y a pas d'activité normalement on peut pas faire face aux dépenses. Le premier c'est activité partielle longue durée. Activité partielle longue durée, qu'est-ce que c'est? On parle aussi de chômage partiel. Donc en fait c'est la prise en charge par l'État, par les pouvoirs publics. En fait, c'est sur l'UNEDIC, mais peu importe, on s'en fiche, on va dire l'État, pour le bien de la compréhension, la compréhension. Il y a eu en fait une socialisation d'une partie majeure du salaire. Ça veut dire qu'en fait, les salaires ne sont plus totalement pris en charge par l'entreprise, mais sont pris en charge en large partie par la collectivité. Et ça a un coût, donc évidemment, ça c'est le chiffre que vous avez là, 22,6 milliards d'allocations versées au 20 décembre. Donc forcément, il y a une partie des coûts qui disparaît. Quand ces coûts-là, entre guillemets les salaires, vous n'avez plus à les payer entièrement, et de fait vous faites moins faillite. Puis on va continuer, il n'y a évidemment pas que ça c'est très important, hein, parce que c'est en même temps une mesure pour les entreprises, puisque ça limite en fait les salaires qu'ils doivent payer, et puis c'est aussi de fait une mesure en partie pour les ménages, c'est pour ça qu'elle est soutenue en partie aussi par les syndicats, puisque mieux vaut entre guillemets être au chômage partiel, payé à 84% de son salaire net, plutôt que d'être au chômage tout court. Et avoir une perte de revenus plus importante. Donc évidemment, on n'est pas à 100%, hein, sauf pour le SMIC. Un SMICard qui est en activité partielle, il est couvert à 100%. Sauf que malheureusement, il y a beaucoup de SMICards qui tout simplement en fait étaient soit en intérim, soit en CDD, et du coup se sont retrouvés quand même au chômage. Deuxième élément, pour des boîtes, on a eu le fonds de solidarité. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait en fonction d'une certaine perte de chiffre d'affaires, pour les cafés-restaurants, pour les hôtels, etc. En fait, ça a été pris en charge, il y a eu des revenus qui ont été distribués à ces entreprises-là. On est à peu près aujourd'hui à 12 milliards d'euros au 4 janvier. Là. Un tout petit peu moins de 12 milliards d'euros. Donc vous cumulez, vous voyez, activité partielle longue durée, 12 milliards d'euros de fonds de solidarité. Il faut ajouter à ça, et là c'est le gros point, évidemment, les prêts garantis par l'État. Alors, les prêts garantis par l'État, évidemment, les montants sont astronomiques. Là, on voit qu'il y a 126 milliards d'euros de prêts garantis par l'État qui ont été accordés. Mais il faut bien comprendre qu'à la différence de ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire fonds de solidarité et activité partielle longue durée, c'est pas en fait de l'argent qui est directement dépensé par les pouvoirs publics. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, l'État dit allez à la banque, vous allez prêter à cette entreprise-là, d'accord? Parce qu'il peut y avoir un problème de trésorerie à court terme. Et nous, l'État, on garantit à hauteur de, alors le maximum c'est 300 milliards pour l'instant, on garantit l'emprunt. Ça veut dire qu'en cas de défaut, si la boîte fait faillite, eh ben c'est l'État en fait qui du coup couvrira, d'accord, le défaut. Donc ça ne veut pas dire qu'on a effectivement versé 126 milliards aux entreprises. Ça veut dire qu'on a en fait, on s'est porté comme garant, un peu comme vos parents feraient avec la caution d'un appart, on s'est porté garant des crédits qu'on accorde aux entreprises. D'accord? Donc là, on est sur, vous voyez, quand même, forcément de l'argent qui est dépensé soit directement, soit qui est garanti, mais c'est ça qui explique en large partie que les boîtes font pas faillite. Et puis, il y a encore un autre élément, qui est celui-là.
Ça, je vais peut-être pas l'expliquer forcément, mais si vous voulez, on a reporté aussi les cotisations et des éléments, donc cotisations sociales et des impôts, d'accord, sur les entreprises. Ce qui veut dire en fait que, pour l'instant, les entreprises n'ont pas à s'acquitter de leurs obligations, soit fiscales, soit de cotisations sociales. Donc là encore, c'est pas entre guillemets une vraie dépense pour l'instant, puisque les entreprises sont censées rembourser. Mais ça le deviendra si les entreprises font faillite. Vous ne remboursez pas des cotisations ni de l'impôt si vous n'avez plus d'argent. Et si vous ne pouvez plus faire face à vos échéances de court terme. C'est super intéressant d'expliquer tout ça aussi clairement. Merci, c'est gentil, on essaye. Pour une fois qu'on me parle d'économie avec autant de pouvoir d'attraction, arrêtez, je vais rougir comme mon pull. Mais voilà où on en est. Donc tout ça, en fait, forcément, ça explique que les faillites d'entreprise, pour l'instant, sont quasiment nulles. On ne peut pas faire faillite avec ça. Et la grande question qu'il y a derrière, c'est est-ce que ça va durer longtemps? Ça, on conclura avec ça. Combien de temps ça va durer? Et est-ce que le jour où on dit maintenant il faut rembourser les prêts garantis, maintenant il faut payer les cotisations et l'impôt, est-ce que là les entreprises seront capables du coup d'y faire face? Et je peux vous assurer que ça, c'est pas des petites questions, et ça va dépendre de deux choses. Et il vient complètement de la dette publique, je vais t'expliquer ça si tu veux tout de suite. Mais pour la suite, ça dépend de deux choses. Est-ce qu'il y aura de la croissance? Ça, c'est le premier élément. Mais du point de vue environnemental, il y a aussi des questions beaucoup plus larges qui se posent. C'est, faut-il de la croissance? Ça, c'est une question de long terme. Et puis ensuite, il y a la question de savoir... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est à peu près tout. Est-ce qu'il y aura de la croissance? Et est-ce que... Alors oui, l'autre élément fondamental, c'est est-ce que le virus va s'arrêter ou pas un jour? On était parti, je pense, dans l'idée de base, c'était ça va durer 6 mois cette affaire. Là, on approche petit à petit des 1 an. D'accord? De stop and go. On arrête l'économie, on fait des semi-couvre-feu, on va peut-être en refaire un autre jeudi. On pourrait même se diriger vers quelque chose comme couvre-feu la semaine plus confinement le week-end. Alors là, en termes de dépression, heureusement que je serai là pour faire des streams, n'est-ce pas? Je plaisante, mais ce sera l'occasion de se former à l'écho, pour beaucoup. C'est pas mal. Et donc, d'où vient l'argent? Pete XE, je vais t'appeler Pete, si ça te va. L'argent, forcément, c'est du déficit public à court terme. C'est pour ça que les déficits Pardon, Ptèche. Je vais t'appeler Petch. C'est aussi pour ça qu'on a du déficit, d'accord? Donc sur l'année, quand on vote le budget, forcément on a des dépenses en plus et moins de recettes, donc déficit. Et c'est ça qui fait augmenter le stock de tout ce qu'on doit, c'est-à-dire la dette. La définition la plus simple de la dette, c'est que c'est la somme de tous les déficits qu'on cumule chaque année. On fera une émission spéciale sur la dette, parce que ça, je sais bien que c'est le truc qui intéresse beaucoup de monde. Mais voilà où on en est. Et vous comprenez maintenant pourquoi il n'y a pas de faillite. Et ce paradoxe apparent n'en est plus un, normalement. Et maintenant, il y a un problème. En fait, il y a plusieurs problèmes. Mettez-vous dans la place, d'accord, vous êtes dirigeant d'une grosse entreprise aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vous allez investir massivement en vous disant « Là, moi, mes perspectives sur les 10, 15, 20 prochaines années, je les trouve super. Je suis sûr que l'économie mondiale va aller très bien. » Et en fait, pas vraiment. Et donc, il y a un truc qui se passe, c'est que qu'est-ce que font les entreprises qui se sont endettées, notamment avec les prêts garantis par l'État? Ça, du coup, c'est là où on arrive à la suite de mon petit raisonnement. Là. Et là, je vous demande de regarder ce graphique à droite, qui vous paraît très abscon, j'imagine, comme ça, mais je vais essayer de l'expliquer un peu clairement. Vous avez en rouge ici l'endettement, d'accord, des entreprises. Et vous avez en bleu la trésorerie, pour simplifier à l'extrême, c'est leur épargne. Ça veut dire quoi, le fait qu'il y ait une symétrie quasiment parfaite, là, entre les deux? Ça veut dire exactement que l'entreprise, elle a fait un crédit, d'accord, elle s'est dit, de toute façon, c'est garanti par l'État, donc allons-y, j'emprunte de l'argent, mais elle a renforcé sa trésorerie, ça veut dire qu'elle a renforcé de fait son épargne. En gros, elle se dit, les perspectives, là, sont pas bonnes du tout, moi, je vais devoir faire face à tout un tas d'échéances fiscales, sociales, de tout ce qui va me tomber sur le coin de la tête après, je mets en réserve. Et ça, c'est une catastrophe économique majeure. En tout cas, ça peut le devenir très vite. Puisqu'à partir du moment où vous arrêtez de dépenser, quand vous êtes une entreprise, ça veut dire dépenser, ça veut dire recruter, ça veut dire investir en recherche et développement. Une fois que vous arrêtez de faire ça, pour toutes les entreprises, imaginez, vous êtes, je sais pas moi, construisez un avion. Et en fait, pour construire un avion, vous allez acheter des machines qui permettent de transporter, par exemple, l'avion. Vous allez acheter des machines qui permettent de fabriquer des composants. Vous allez acheter des choses que d'autres entreprises, les sous-traitants, vendent. Et quand des boîtes arrêtent d'investir, ce qui se passe, c'est que derrière, ça fait de la demande en moins pour la boîte, qui elles-mêmes peuvent se retrouver de plus en plus près de la faillite. Donc là, en fait, la grande inconnue, c'est que vont faire les entreprises, c'est la première grande inconnue, que vont faire les entreprises dans les mois et les années à venir.
Et là, je peux vous assurer qu'avec le Covid qui continue sa course folle, là, avec les nouveaux variants, l'incertitude majeure, on se dirige vers des choses qui sont de l'ordre pratiquement de l'inconnu. Du point de vue économique, on ne sait tout simplement pas. Donc c'est pour ça que moi, je vais certainement pas vous dire voilà quand va être la prochaine crise, voilà ce qui va se passer, on ne sait pas. Mais voilà des éléments d'analyse qui permettent de comprendre un peu plus ça. Elle garde la thune, elle paie tout, elle peut plus rembourser le prêt, l'État rembourse les prêts, dites-moi que j'ai pas compris. En fait, l'État rembourse les prêts que si il y a un défaut. Ça voudrait dire que la boîte fait faillite. Ce qu'on espère, c'est que les boîtes feront pas faillite. Mais évidemment, en fait, quand il y a des crédits comme ça, il y a forcément un certain nombre d'entreprises qui ont bénéficié de prêts qui feront faillite. Et donc là, c'est nous qui devrons payer, de fait. C'est la collectivité qui paiera. L'État rembourse 90%, c'est ça. Donc ça permet en fait de dire... L'idée c'était quoi? C'était de dire, ce qu'il faut surtout pas qu'il se passe à court terme, c'est que les entreprises soient pas capables d'aller emprunter de l'argent. Vous vous mettez à la place d'une banque, vous êtes en plein Covid, il y a une boîte qui est peut-être en difficulté, qui vous dit je vais emprunter, là j'ai une petite difficulté de trésorerie parce que mon hôtel il est fermé, j'aimerais emprunter en fait pour payer quoi, ce que je dois payer. La banque elle va te regarder, elle va dire oui, mais ce sera un taux d'intérêt que tu ne pourras pas supporter quoi. Risque trop élevé. Qu'a dit l'État? Il a dit oh, nous on est les garants, on est comme les parents d'un étudiant dans un appart, on se porte caution quoi. Donc prêtez-lui de l'argent s'il vous plaît. Voilà ce qui s'est passé en gros avec les prêts garantis par l'État. Donc là, c'est la situation où on en est pour l'instant. Ça, c'est pour les entreprises. Donc on reconclura par là. L'incertitude, en fait, c'est est-ce que des boîtes vont faire faillite ou pas? Est-ce qu'on va se diriger vers la faillite ou pas? Et là-dessus, j'aimerais vous donner la réponse, mais malheureusement, vous savez ce qu'on dit, la prédiction, c'est un art bien difficile, surtout quand ça concerne l'avenir. Et moi, je ne suis pas meilleur que les autres. Mais voilà où en sont les inquiétudes. Et pourquoi est-ce qu'on parle de zombies? Vous vous doutez bien que l'État, là, dans la situation actuelle, il n'a pas vraiment, en fait, envie de laisser tomber des grosses boîtes. Donc là, on risque de rentrer dans un système économique de basse pression et de petites crises permanentes. Ça, c'est très possible, où l'État, en fait, est contraint, enfin, du coup, on pourrait faire complètement autrement, ça, c'est quand on parlera des alternatives un jour, mais ce qui peut se profiler, c'est que l'État continue à abreuver d'argent public les entreprises, en espérant qu'elles fassent pas faillite. Et c'est là où on pourrait parler de zombies, quoi. C'est souvent qu'il y a une incertitude pour les économistes. Oula, oui, mon cher Crojo, c'est tout le temps. C'est qu'en fait, le monde est incertain. Ça veut dire, est-ce que tu penses qu'un économiste aurait pu, en 1970, prédire l'arrivée d'Internet? Pas sûr. Est-ce qu'on peut prédire des ruptures technologiques majeures? Est-ce qu'on aurait pu prédire Twitch? Est-ce qu'on peut prédire l'ensemble des comportements des agents économiques? Malheureusement, non. Donc, dès qu'on est bien meilleur à regarder ce qui se passe dans le rétroviseur, parce qu'on peut tirer des leçons du passé, mais prévoir ce qui se passe derrière, faire de la prospective, c'est beaucoup plus compliqué. Considères-tu que la stratégie de l'État a été bonne? Quels sont les moyens d'intervention de l'État que tu recommanderais dans l'avenir pour éviter des faillites? Alors, Kapaku qui pose des questions difficiles. Est-ce que la stratégie de l'État est bonne? Je pense que sur l'activité partielle longue durée, oui, ça c'est bien. Et on est à peu près tous d'accord. Il fallait garantir en fait les revenus du travail. Ça c'est fondamental. Ensuite, est-ce que la stratégie de l'État elle est bonne vis-à-vis des entreprises? Ça, je crois que pas du tout, malheureusement. Bruno Le Maire, ce qu'il essaye de sa croyance, c'est que, notamment avec son plan de relance, qui n'en est pas un, on pourra en reparler plus en détail un autre jour, parce que sinon on va trop se disperser, mais c'est l'idée qu'en baissant encore une fois les impôts que paient les entreprises, ça va leur permettre d'investir. Je crois qu'il y a une incompréhension complète sur la décision ou pas d'investir d'une entreprise. Les impôts, ça rentre en fait très très loin dans la décision ou pas de créer un nouveau site de production, par exemple. C'est est-ce qu'on a une perspective de rentabilité sur le long terme? Et ce qui est sûr, c'est qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Très concrètement, les boîtes aujourd'hui, elles vont toutes se regarder dans le blanc des yeux en se disant « Moi, pour l'instant, je suis pas chaud, quoi. Je suis frileux. » Et du coup, la responsabilité de l'État, ce serait de dire « On utilise d'une certaine façon cette crise en disant « Maintenant, on arrête le tir avec la façon dont le système économique fonctionne. On a un problème majeur qui est déjà devant nous et en fait, qui est déjà un problème du présent, qui est la crise environnementale. Donc, utilisons ce moment pour dire « C'est le moment, du coup, de changer complètement de braquet, quoi. D'aller complètement dans une autre direction, et d'utiliser l'ensemble de ces outils publics pour imposer des contreparties aux boîtes. Ça veut dire, on dit, ok, t'es pas en faillite, ok, on te sauve, par contre, t'es obligé d'investir massivement en recherche et développement, il faut garantir des emplois, il faut changer aussi la stratégie, etc., etc. Notamment pour les très très grands groupes. Et Dieu sait que s'il y en a quelques-uns en France. Je pense à Renault, je pense à Airbus, je pense à d'énormes boîtes comme ça dans l'industrie, où il y aurait eu effectivement un moment où on aurait pu utiliser cet argent public avec des contreparties.
Le vrai problème, c'est que la stratégie de l'État, pour l'instant, en fait, elle n'existe pas, il n'y a pas de vision. On distribue de l'argent, puis on espère que ça va aller. Et ça, c'est pas du tout tenable sur le long terme, quoi. Et un manque de vision, ça se paye très très cher. Voilà où on en est aussi pour l'instant. Il y a quand même 80 milliards de relance. Alors en fait, pas vraiment, parce que c'est sur 2 ans déjà. Ce qu'ils appellent le plan de relance de 100 milliards, c'est sur 2 ans. Et en fait, à l'intérieur de ça, ils ont mis, c'est comme un gloubi-boulga, là, ils ont foutu des choses qui étaient déjà budgétées avant, comme le Ségur de la santé, donc c'est l'augmentation des moyens en partie pour l'hôpital, pour 7 milliards d'euros, des programmes d'investissement, etc. En fait, c'est vraiment pas un véritable plan de relance. Et on pourra, si vous voulez, on pourrait faire une émission spéciale plan de relance où on pourrait discuter de ce que ce serait un vrai plan de relance. Et je pense que ce serait pas mal, ça. Et là-dessus, j'ai pas mal de choses à vous dire, évidemment. Mais voilà, donc vous comprenez ce truc-là, là trésorerie, enfin, l'endettement supplémentaire égale trésorerie supplémentaire. Donc à court terme, les boîtes, en fait, elles n'ont pas de problème pour payer ce qu'elles doivent payer. Puisqu'en fait, on leur prend en charge une grosse partie, et que dans le même temps, elles augmentent leur trésorerie. Mais ça va se payer, en fait, du point de vue économique, sur le long terme. Et c'est ça, en fait, la grosse inquiétude, quoi. Et maintenant, on va parler un petit peu, on passe de l'entreprise, on passe pas vraiment du coq à l'âne, puisque c'est libre, on va parler plutôt maintenant des marchés financiers. Vous avez sûrement lu ou entendu que la bourse américaine battait des records en ce moment. Alors attendez, je vais changer cette musique absolument affreuse. Ça me brûle les oreilles. On va remettre le piano chill, tranquille. La bourse. Qu'est-ce que c'est la bourse? Qu'est-ce que c'est les marchés financiers? En fait, il y en a beaucoup. Hein. Donc c'est un ensemble, en fait. C'est les actions des morceaux de propriété de l'entreprise. C'est plus compliqué que ça en vérité, mais peu importe. Qui s'échangent sur des marchés. Ça veut dire que j'achète un bout de Air Liquide, un bout de Pernod Ricard, et puis ce que j'espère, c'est 2 choses. Qu'on me donne des dividendes. Le dividende, c'est la rémunération qui est associée au fait de détenir une action. D'accord? Vous avez un conseil d'administration qui dit cette année, on verse X de dividendes. Et puis sinon, vous pouvez aussi espérer que le cours de l'action monte et que vous puissiez le revendre plus cher, faire une plus-value. Comme n'importe quel bien qui est un peu spéculatif. Parfois, quand vous achetez un appartement, quand vous avez un peu de patrimoine, vous allez acheter un appartement, et puis ensuite, vous allez vous dire, j'espère que le marché va s'améliorer pour le revendre dans 5 ans à un prix plus élevé, puis pouf, vous encaissez la différence, c'est la plus-value. Au sens financier du terme, le plus simple. Donc là, ce qui se passe, c'est que, regardez ici, les courbes, là, en fait, elles décrivent bien ce qui s'est passé aussi dans la première moitié de dans les 20 premières années de ce siècle. Vous avez ici, pouf, l'indice Standard & Poor's 500, c'est l'équivalent, nous chez nous on a le CAC 40 qui est l'indice principal, hein, c'est les 40 plus grandes cotations, les 40 plus grandes entreprises cotées, et puis aux États-Unis ils ont le Standard & Poor's 500, ils en ont d'autres, hein, le Nasdaq, le Dow Jones, peu importe, mais c'est en fait les plus grands cours aussi dans le pays. Vous avez la montée ici, jusqu'en 2000-2001, puis pouf, première crise financière ici, récente, c'est la bulle Internet. Tout un tas d'entreprises qui étaient surcotées, etc., pouf, ça chute. Là, évidemment, on arrive jusqu'en 2008, et je sais que vous savez ce qui se passe, c'est la crise des subprimes. Chute ici. Et regardez maintenant l'évolution des cours. Là, c'est du jamais vu, quoi. Alors, la crise de l'euro, elle a eu un impact chez nous, elle n'a pas vraiment eu d'impact aux États-Unis. Ça, c'est nous qui avons créé notre propre crise. On pourra faire un stream entier, si vous voulez, sur la crise de l'euro. Ça, c'est des choses aussi que j'ai déjà eu la chance d'enseigner auparavant. Mais voilà où on est. Alors en fait, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est une bulle? En fait, c'est pas sûr. Parce que ce qui caractérise une bulle, c'est qu'il y a un caractère irrationnel là-dedans. Et en fait, on va voir que c'est pas totalement... En fait, bon, il peut y avoir des bulles rationnelles. Hein. Ça, je vous l'expliquerai quand on parlera des bulles. Mais une bulle, ça veut dire, est-ce que c'est complètement déconnecté du réel? Alors, il est possible que oui. En tout cas, il y a clairement une déconnexion entre l'activité, c'est de mesurer simplement par la croissance du PIB, hein, et la valorisation des actifs, ça veut dire les cours en bourse. Mais comment est-ce qu'on explique que ces cours soient aussi hauts? Et en fait, quand on regarde le SP500, ça monte aussi, mais si on regarde le CAC 40, vous voyez ici, on a la même chose. Là, vous avez la bulle Internet ici, et puis là, vous avez, ici on est en 2008, la crise des subprimes qui vient se mettre chez nous là. Et puis ici, pouf, là ça repart, ça c'est notre propre crise à nous, la crise de l'euro, ça on est des petits champions du monde, hein, on est capable nous de, pourquoi pas, se refaire une petite crise bonus, on faudra expliquer comment ça s'est passé, et puis là vous avez du coup, ça remonte tranquillement, et ici, pouf, 2020 là, on a du coup une chute des cours des actions, et puis une remontada en ce moment, donc on n'est pas revenu au niveau, d'accord, le plus haut en 2019,
mais on a quand même une grosse remontada des cours ici. Comment est-ce qu'on l'explique ça? En fait, il y a au moins deux moyens de l'expliquer qui sont assez simples. C'est les taux d'intérêt qui sont très faibles. Et puis deuxièmement, on le verra ensuite, c'est le secteur de la tech. Alors, les taux d'intérêt, quel rapport vous allez me dire en fait avec les cours en bourse? Eh bien, quand vous êtes investisseur, d'accord, vous avez du patrimoine, en fait, vous le faites jamais vous-même, hein. Vous sous-traitez ça à un gestionnaire d'actifs, etc. Quand vous avez du patrimoine, vous avez deux types d'actifs que vous pouvez acheter, tout simplement. Les premiers, c'est ce qu'on appelle une obligation, un titre de dette. Typiquement, la dette publique, c'est une obligation d'un genre particulier, mais l'idée, c'est ça. Ça veut dire, je dis, j'émets un titre de 100 € de dette avec ce qu'on appelle un coupon, d'accord, c'est le taux d'intérêt, à 3%. Donc ça vous rapporte, en fait, il y a des calculs très savants et très complexes, où on actualise la valeur, et puis on se dit, bah voilà, ça peut me rapporter, j'espère que ça me rapporte tant dans les X prochaines années, 5, 10, 15, 20 prochaines années. Et puis vous avez aussi les actions. Donc les actions, pareil, vous faites un calcul compliqué, ça c'est le travail de ceux qu'on appelle les actuaires, et ben en fait, ils vont dire, voilà, j'achète une action de Pernod Ricard, à temps, c'est le cours auquel je vais l'acheter, et puis j'espère que ça va me rapporter des dividendes, et puis j'espère que je pourrai le revendre avec une plus-value dans 5, 10, 15, 20 ans. Donc évidemment, si vous êtes un particulier, je ne vous conseille pas forcément d'aller vous amuser à faire ça, vous risquez de perdre de l'argent. Parce que c'est souvent ceux qui gagnent sont les très gros organismes, les investisseurs institutionnels, les particuliers ils gagnent rarement. Les types qui font des vidéos sur YouTube là, sponsorisées pour dire « Regardez, j'habite à Miami grâce à toptrading.com », c'est souvent de gros mythomanes. Quid du Ricard dans 20 ans? Alors le Ricard, c'est pour le coup, mon cher Neil Strung, un indice qui est plutôt sûr, puisque les gens aiment bien boire des coups. Donc Pernod Ricard, qui s'est en plus diversifié, c'est un placement plutôt intéressant. Je plaisante. Mais dans l'idée, voilà. Donc si vous voulez, qu'est-ce qui se passe quand les taux d'intérêt sont très bas? La Banque centrale, elle a dit, moi je vais racheter énormément de titres de dette, du public comme du privé, et ce qui s'est passé, c'est que ça tire les taux d'intérêt vers le bas. Je vous expliquerai peut-être un jour plus en détail le mécanisme, mais il faut retenir cette idée-là. Donc forcément, l'investisseur, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais prendre un truc qui me rapporte un taux d'intérêt pourri pour 5 ans, ou est-ce que j'achète des actions? Et même si c'est plus risqué, ou pas d'ailleurs, en fait, on se tourne plutôt vers les actions. Il y a un autre truc aussi qui fait que les taux montent très fortement, c'est le secteur de la tech. Et donc ça, je vais vous le montrer tout de suite. Ça donne ça, là. C'est très vrai, ça, pour la cotation américaine. C'est un peu moins vrai pour le CAC 40. Vous voyez ici, en France. Mais regardez, ça, c'est en fait l'évolution de la part du secteur des technologies. Donc, ce qu'on appelle les technologies, c'est essentiellement les GAFAM. Hein. Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, avec d'autres boîtes un peu plus complexes. Enfin, c'est Alphabet dans le cas de Google, mais peu importe. Mais regardez là. Vous voyez en fait l'évolution de la part de la tech dans le S&P 500, c'est pratiquement 30%, quoi. Et qui sont les gagnants du Covid? Les seuls gagnants du Covid, c'est le secteur de la tech. Donc forcément, la cotisation, les cours sur le S&P 500, ils montent, quoi. Ils explosent. Ils sont tirés par la tech. Donc ceux qui détiennent ces actions aujourd'hui, ils sourient très fortement. Et ça cache, en fait, si vous voulez, une hétérogénéité. Il y a une grande différence entre certains secteurs, que ce soit pour les entreprises et que ce soit pour les cours en bourse. Le Nasdaq, c'est un autre type de cotation Buy Not Found. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça regroupe comme type de cours. Je veux bien que quelqu'un regarde, parce que sinon je regarderai ça après le stream. Mais c'est un autre type de comment dire ça, d'indice. C'est la tech, hein, ouais, c'est ça, c'est essentiellement la tech. Mais maintenant, en fait, la tech, t'en as dans pratiquement tous les indices. Hein. T'en as, enfin, en tout cas, dans les gros, t'auras forcément de la tech à un moment donné aux États-Unis. Donc ça aussi, ça a attiré, si vous voulez, les cours. Donc en fait, là, on a vraiment une modification majeure aussi dans la distribution du capital. Pour caricaturer, ça c'est Robert Boyer, hein, qui est un économiste français qui l'a bien expliqué. Si on caricature, il y a des transferts massifs de valeurs d'industries qu'on qualifierait d'anciennes, par exemple l'automobile, par exemple l'aviation, vers la tech, quoi. Et ces mouvements-là, ils auront des conséquences majeures pour la suite. Mais complètement majeures. Et ça veut dire qu'on risque d'avoir une plus grande encore polarisation des entreprises, avec certaines qui seront extrêmement, alors pas forcément bénéficiaires, mais en tout cas avec un cours en bourse extrêmement élevé, et d'autres qui seront à un niveau plus faible et qui auront plus de difficultés pour se financer, quoi. Donc voilà où on en est sur les marchés financiers.
J'espère que vous comprenez un peu le décalage maintenant avec l'économie réelle, quoi. C'est qu'en fait, c'est essentiellement tiré par la tech, et c'est lié aussi à la politique de la Banque centrale qui fait que ça tire les taux d'intérêt vers le bas, donc les investisseurs se reportent massivement vers les actions. Et ça peut être la base d'un décrochage entre les actions et l'économie réelle telle que ça peut conduire à une crise. Du moins, c'est ce qui est possible. Alors quand? Ça, on ne sait pas. Mais imaginez qu'on découvre que Tesla, finalement, son modèle économique n'est pas viable, et d'un seul coup, il peut y avoir, pouf, une crise de confiance dans les actions Tesla, et ça peut être pareil pour tout un tas, en fait, d'actions, quoi. Tant qu'on croit que ça va monter, pour l'instant, ça monte, et est-ce que c'est totalement irrationnel? C'est loin d'être certain. Nous voilà pour ça. Ça, c'était pour les marchés financiers. Je connais la part des techs dans la bulle de 2000. En fait, la bulle de 2000, elle a été tirée essentiellement, en fait, par la chute de tout un tas d'actions liées à la tech. En fait, il y avait eu, pour le coup, là, quelque chose de très irrationnel. N'importe quoi qui finissait par .com, c'est pour ça aussi qu'on l'appelait la bulle des .com. Mais en fait, tout le monde se ruait dessus, quoi. Ça, c'est le propre des bulles irrationnelles. Ça veut dire que vous vous dites, c'est tellement porteur, etc., c'est l'avenir. Il y a toujours une convention. Hein. La convention, c'était à l'époque, au début des années 2000, tout va être révolutionné, etc., ce qui n'était pas totalement faux dans les faits. Mais n'importe quelle boîte qui rentrait en bourse en mettant .com derrière son nom, pouf, ça y est, tout le monde se ruait dessus, donc forcément les cours montaient, quoi. Jusqu'au jour où on a découvert qu'il y a plein de boîtes qui faisaient rien, ou des trucs pourris, et puis on a commencé à vendre, et là du coup il y a eu une correction énorme sur le marché, et ce qui a conduit au fait que... il y a exactement ce qui a conduit pour 2000 au fait qu'il y a eu une crise financière, quoi. Et Back to Fun, tu dis qu'il n'y a pas de décorrélation, c'est ça en fait que je t'ai expliqué, c'est que c'est pas totalement irrationnel ce truc-là. Au contraire, c'est que les cours ils sont tirés essentiellement par la tech. Alors c'est un peu moins vrai en Europe et en France, ça. Puisque la part de la tech chez nous est beaucoup plus, elle est beaucoup plus restreinte. Vous voyez en rouge ici, c'est même pas, c'est quoi, c'est 7%, d'accord, de l'indice qui correspond à de la tech. Donc c'est pas ça en fait qui tire les cours vers le haut. Mais c'est en fait l'autre effet qui joue, c'est le fait que les taux d'intérêt soient durablement faibles. D'accord? Et donc vu que ça rapporte pas beaucoup, hop, on se redirige vers des actions. Par quel moyen verrais-tu une redirection de la spéculation vers l'économie réelle? Est-ce réalisable? Alors ça, difficile question, c'est une des grandes questions. Et la santé, ça n'a pas énormément augmenté. Alors si, mon cher Nilström, la santé, ça a augmenté, notamment aux États-Unis, mais chez nous, je te rappelle que la santé n'est pas encore cotée en bourse. Et heureusement, c'est encore un service public, du moins dans l'appellation. Et puis surtout, c'est encore financé par nos cotisations. Donc, pour l'instant, ça ne se ressent pas sur l'évolution du CAC 40. Alors, si tu me dis que tu veux que la santé soit valorisée dans le CAC 40, ça va pas aller, mon cher. C'est pas décorrélé, mais est-ce que c'est pas irrationnel au sens où c'est une espèce de valeur refuge? Si, mais du coup, tu vois, la valeur refuge... En fait, bon, la discussion rationnelle-irrationnelle, moi, je me méfie tout le temps. Il se peut très bien qu'en 2008, la bulle, elle était très rationnelle. Je m'explique. Vous savez que le marché immobilier américain, parce que c'est ça qui était à la base de la crise en 2008, vous savez que ça ne peut pas durer. Un jour, ça va se casser la figure. Mais par contre, vous êtes un investisseur, d'accord, un fonds de pension, vous gérez l'épargne de riches Allemands, par exemple. Et en fait, depuis 5 ans, le marché immobilier... Salut Crojo, à très vite. J'espère qu'on se reverra bien. Ce qui se passe, c'est que vos concurrents, ils disent, mais moi, je vais investir à fond, en fait, sur tout ce qui est lié, au marché immobilier américain. Ça fait que de monter depuis 5 ans. Et même si je sais qu'un jour ça finira par se casser la figure, j'achète quand même. Puisqu'il n'y a aucune raison que mes autres voisins et mes concurrents arrêtent d'acheter. Donc tout le monde surfe la vague et sait que on monte, et un jour, ça se cassera la figure. Mais ce qui est rationnel, c'est d'être le premier à sauter. Tu vois ce que je veux dire? Et donc évidemment, tout le monde veut être le premier. Sauf que le premier, par définition, il n'y en a qu'un. Et il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Il y a d'autres types de bulles possibles en ce moment. Je pense que le Bitcoin, il y a de fortes raisons de penser qu'on est sur une bulle spéculative très importante. Là. Mais effectivement, les actions jouent comme une valeur refuge. Mais en fait, c'est pas totalement vrai, c'est que c'est dans la diversification du portefeuille. Ça veut dire que quand on n'investit pas tout sur des actions et tout sur des obligations. Les taux d'intérêt étant très faibles, mais la dette publique étant garantie, de fait par la Banque centrale, en fait, les investisseurs, ils sont relativement prudents, quoi, pour l'instant. Donc... irrationnel ou pas, ce serait intéressant. Mais voilà où on en est pour les marchés financiers. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, maintenant on va reparler d'un coup de dette, cette fois des entreprises et des ménages, et on va parler des banques. Parce que c'est bien ça qui nous intéresse, c'est
la situation des banques. Alors, on vient de parler du fait que les taux d'intérêt étaient faibles. Et ça, c'est le premier élément de risque pour les banques. Il y en a en fait 3 à bien retenir. Le premier, c'est que la rentabilité des banques, elle est très faible en ce moment. C'est assez simple à comprendre. Les taux d'intérêt, l'ensemble des taux d'intérêt dans l'économie sont extrêmement faibles en ce moment. Que ce soit pour des crédits immobiliers, des crédits à la consommation, via le jeu de la concurrence entre les banques, c'est très compliqué par le crédit d'être rentable. C'est aussi ça qui peut expliquer que les banques se tournent aussi, ça fait longtemps, mais très fortement vers les actions. Donc pour l'instant, les crédits rapportent pas grand-chose aux banques. Et ça met à mal, entre guillemets, leur rentabilité. Premier élément de risque. Deuxième élément de risque, on a parlé des entreprises. Mais qui a fait crédit aux entreprises ? C'est les banques. Donc du coup, si les entreprises font faillite, qu'est-ce qui se passe ? La créance, c'est-à-dire la dette que la banque détient sur l'entreprise, pouf, défaut, ça disparaît. Et ça a un impact aussi sur la solidité des banques. Et l'autre élément, c'est à qui d'autre on prête ? On prête aux ménages. Donc là aussi, s'il y a de plus en plus de chômeurs, imaginez, ce qui est déjà de fait le cas, qu'est-ce qui se passe pour les crédits des ménages ? Il y a une partie où les ménages feront défaut aussi. Ils ne seront pas en capacité de rembourser. Et là, du coup, on peut avoir tout cet ensemble de difficultés qui peut monter en même temps. Alors, ils font du volume sur les crédits avec les taux bas. En fait, non seulement les taux sont bas, mais les banques sont elles-mêmes frileuses. Ça veut dire de faire des crédits, parce qu'en fait, ça ne leur rapporte pas grand-chose. Non seulement il y a une demande de crédit qui n'est pas énorme, de la part des entreprises en ce moment, mais en plus, les banques rechignent un petit peu, tu vois, à faire des crédits à tout va, quoi. Donc c'est aussi pour ça que la Banque de France estime pour l'instant qu'il n'y a pas de problème à court terme pour la solidité des banques. Mais ce qu'elle a dit directement après, c'est qu'il reste quand même un risque qui n'est pas anodin sur la dette privée, c'est-à-dire la dette des ménages et la dette des entreprises. Donc quand on vous parle de dette publique, n'oubliez pas quelque chose. L'État, il a une capacité que n'aura jamais n'importe quelle entreprise. Il peut prélever l'impôt, et puis surtout, il gère la politique budgétaire. La dette de l'État, en fait, elle est infinie comme l'État. C'est malheureusement pas le cas, c'est pas le cas pour les entreprises. Donc si l'entreprise fait défaut, elle peut pas se lever le matin en disant non, je fais pas défaut, je vais prélever de l'impôt sur les plus riches. Ça ne marche pas. Évidemment, nous, on le fait pas non plus. L'État a décidé de ne pas prélever d'impôt sur les plus riches pour l'instant, ce qui est une aberration économique monumentale, puisque la quasi-totale, plus de 70% de l'épargne, elle a été emmagasinée par les 20% les plus riches. Est-ce qu'il y a un risque systémique ? C'est là où tu mets le doigt sur le problème, Calculman. Il y a 4 banques françaises, que vous connaissez, j'imagine, forcément. BNP Paribas, Société Générale, Banque Populaire, Caisse d'Épargne et Crédit Agricole, qui sont ce qu'on appelle, et puis il y a peut-être même le Crédit Mutuel, mais à vérifier, je suis pas certain, non, pas le Crédit Mutuel. Et Crédit Agricole, qui sont ce qu'on appelle des banques systémiques. Ça veut dire quoi, une banque systémique ? Ça veut dire que si une de celles-là se casse la figure, elle entraîne avec elle tout le système financier mondial. Ça paraît fou, mais ça ne l'est pas du tout. C'est plusieurs milliers de milliards d'euros qui sont gérés en termes d'actifs. C'est des banques qui sont tellement énormes que du coup, si elles font faillite, elles sont, vous vous rappelez, en 2008, on disait « too big to fail », trop grosses pour être laissées tomber. Et donc, on ne pourra jamais les laisser tomber. Et il est absolument certain que si demain, il y a ne serait-ce que le début d'un remous de problèmes pour la Banque Populaire Caisse d'Épargne, l'État ira immédiatement mettre la main au portefeuille. Petite anecdote rigolote, j'ai dit en réunion devant des gens très sérieux pas plus tard qu'hier, j'ai pas dit main au portefeuille, j'ai dit mettre la main au panier. Je suis passé pour un énorme boulet, donc voilà, ça c'était ma petite anecdote. En fait, avant l'État, il y aura d'abord la Banque Centrale, en fait, qui assurera, ce qu'elle fait déjà, les conditions, l'accès à la monnaie des banques. Donc il y aura, s'il y a une crise bancaire, c'est même système qu'en 2008, on va devoir remettre la main au portefeuille ou la poche, et non pas au panier. D'ailleurs, le secteur bancaire FR est l'un des plus gros au monde, il me semble. En tout cas, rapporté au PIB, il est immense. C'était le secteur bancaire irlandais qui était complètement atrophié avant 2008. Je crois que ça représentait plus de 1000% de son PIB. C'était ahurissant. C'était quelque chose de tout à fait saisissant. Donc revenons à ça. Fier d'être un des gens très sérieux. Bah oui, mon cher Vico, tu étais là quand j'ai dit mettre la main au panier. Donc regardez où on en est là. Ça c'est... pas du tout ici, en fait ça on s'en fiche complètement. On change. Ça c'est l'endettement des sociétés non financières rapporté à leur valeur ajoutée, c'est-à-dire à la richesse qu'elles créent, pour simplifier. Donc du coup, je vais agrandir un petit peu. Vous avez en rouge ici, alors c'est dégueulasse, désolé. Ça c'est la dette des entreprises
françaises rapportaient leur valeur ajoutée. Vous voyez qu'on parle beaucoup de la dette publique, mais en fait, ce qui est très inquiétant et ce qui est structurel hein, pour la France, c'est l'endettement progressif du secteur privé et en particulier des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui doit poser question en fait, et qui pose question. Hein. C'est extrêmement surveillé par la Banque de France, par le Trésor, etc. Quand vous regardez l'Espagne, c'est aussi cas très intéressant. L'Espagne, avant la crise de 2008, elle était considérée comme un très bon élève de l'Europe. Elle avait une dette publique très faible. Mais par contre, elle avait une dette privée qui était immense. Immense, immense. Vous voyez ? On était à 200% de la valeur ajoutée des boîtes. La valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires, d'accord ? Auquel tu retranches tout ce que tu as consommé pour produire. Toutes les consommations intermédiaires. Donc ça veut dire les matières premières, etc. Ça donne ta valeur ajoutée. Et puis ensuite, ça se répartit entre salaire et profit et impôts, pour grossir le trait. Et donc vous voyez que le problème qu'on a, qui est structurel à l'économie française, c'est bien cette dette privée, là, et cette dette des entreprises en particulier. Mais c'est aussi vrai, et là je remercie dans le chat Vicou51, puisque c'est lui qui m'a fait le graphique, donc merci beaucoup à toi. C'est un ami et un collègue. On a aussi quelque chose de tendanciel en France sur la dette privée. Alors vous allez peut-être pas très bien voir là. C'est peut-être mieux comme ça. Regardez la courbe en bleu ici. Et bien ça, c'est la courbe française de l'endettement privé des ménages cette fois. Pas des entreprises, mais des ménages. Donc là aussi, on a un risque qui est extrêmement fort, puisque on est un des pays, mais en fait en ce moment tous, hein, mais si vous voulez sur une plus longue période, où la dette privée des ménages augmente. Et donc ça, c'est relativement inquiétant. Il y a un autre pays pour lequel c'est super inquiétant, c'est les Pays-Bas. Pays-Bas qui se placent comme des parangons de vertu en matière de gestion des finances publiques. Ils ont un des taux d'endettement privé les plus élevés d'Europe. C'est immense. Et pour les ménages en particulier. Hein. Donc ça, c'est aussi un risque très fort le jour où il y a un retournement sur les marchés financiers pour eux. Il y a quelque chose le secteur bancaire qui est potentiellement très fragile. Donc voilà où on en est. Vous voyez, dette des entreprises importantes, mais dans le même temps trésorerie importante, donc pas beaucoup d'investissement. Dette des ménages qui augmente. Hier, on a parlé, alors j'aurais dû enregistrer, mais on a parlé du fait que la hausse de l'épargne était concentrée sur les plus riches, et que dans le même temps, ce qu'on avait constaté, c'est que les plus pauvres s'étaient endettés. Donc là aussi, on a des risques très forts si jamais la crise s'enfonce, que de moins en moins de crédits soient remboursés. Voilà. Quand tu dis que la dette privée est surveillée, concrètement, ça consiste à juste essayer de réagir à la dernière minute. En fait, ça veut dire on prend les dispositions pour renforcer les banques. C'est un peu ça l'idée. Ça, c'est la grande nouvelle mission de la Banque centrale, c'est qu'elle est devenue la grande superviseure du système bancaire. Donc on a obligé en partie les banques à augmenter leurs fonds propres pour être capables de réagir. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Ça, je ne sais pas si Vince il a encore de le chat, mais il me dira très certainement que non. Surtout que le comportement des banques n'a pas complètement changé en fait, depuis la crise. Donc il y a des risques qui sont toujours très élevés, quoi. Mais quand je dis que c'est surveillé, ça veut dire que c'est pris très au sérieux en fait. Les risques liés à la dette privée, c'est ceux-là qui devraient nous inquiéter. Les crises financières, ça part pratiquement, essentiellement, de crises de l'endettement privé. Surendettement privé, que ce soit des ménages, que ce soit des entreprises. Et c'est le lien en fait entre endettement trop important et prise de risque inconsidérée, et du coup survalorisation sur les marchés financiers. Tout ça ensemble, ça fait un cocktail qui, le jour où ça pète, c'est nous qui payons les conséquences derrière. Donc là, voilà la situation où on en est. Donc les grandes questions pour conclure, là, pour la suite, c'est, certes, il n'y a pas de faillite, puisqu'on a des prêts garantis, puisqu'on a l'activité partielle longue durée, puisqu'on a un fonds de solidarité. Mais combien de temps on fait ça ? Quand est-ce qu'on arrête ? Là, Bruno Le Maire, il vient d'annoncer qu'il fallait en fait retarder encore les échéances des prêts garantis par l'État. Commencer à rembourser non pas l'année prochaine ou dans 2 ans, mais encore une année supplémentaire. Donc ça veut dire que, est-ce qu'on est certain que toutes les entreprises seront capables de repartir comme avant, entre guillemets ? Je pense que c'est ça la grande difficulté. Bruno Le Maire, il est persuadé, et d'une certaine façon Emmanuel Macron aussi, qu'on est sur un petit moment, en fait, c'était censé être un court moment, on met l'économie sur pause, on socialise du coup les pertes des entreprises, ça pose déjà question, on socialise sans demander de contrepartie. Moi, ça me paraît très très discutable du point de vue politique, mais aussi du point de vue économique. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire, maintenant, il y a un certain nombre de choses que vous ne prenez pas l'initiative de faire, on va les imposer, nous, de l'intérieur, avec les salariés, par exemple.
une redirection de stratégique, des changements dans la politique de l'entreprise, etc., etc. Donc là, on a tout un ensemble de risques qui sont face à nous, là, et il se pourrait que 2021 soit une année totalement charnière là-dessus. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se joue en 2021, là je pense à la situation sanitaire qui est très inquiétante, hein, on n'est pas encore sorti de l'auberge, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on était censé être au calme en été dernier, on s'est tous rendu compte que c'était pas le cas. On a eu une deuxième vague, est-ce qu'on a une troisième, est-ce qu'on va être reconfiné? Et du coup, pendant combien de temps on est capable de mettre l'économie sur pause? Ça c'est la question. Et qu'est-ce qui se passe le jour où on enlève le doigt du bouton pause? Et ça je peux vous dire qu'ils se font des nœuds au cerveau là-haut, puisque ils n'ont pas de stratégie. Une autre stratégie, et ça sans rentrer dans le détail, ça pourrait être de dire, bon, on sait que là on a des difficultés, on sait que la situation n'est pas bonne, mais on a d'autres difficultés structurelles de très long terme, mais qui sont en fait du domaine du présent. Qu'est-ce qu'on fait face à la crise climatique dont tout le monde sait qu'elle est une réalité très très tangible? Et bien là, du coup, se posent des questions très importantes de... Imaginez que demain, Airbus dise, bon bah nous on va avoir des difficultés, il y a tout un tas de commandes qui sont annulées, il va falloir soit faire faillite, soit licencier plusieurs milliers de personnes. Alors là, que fait l'État? Bah, soit il laisse faire, et du coup on perd tout un tas de qualifications, d'emplois, on détruit des bassins d'emploi entiers, je pense au bassin autour de Toulouse, en Occitanie, hein, c'est une part énorme du PIB régional, enfin c'est ça, hein. Donc on va avoir d'énormes problèmes. Soit on dit, on prend nos responsabilités collectives, on reprend la main, donc ça veut dire qu'on dit, voilà, collectivement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide, on donne une vision, une stratégie de long terme, pour les qualifications, etc. Et on garantit les revenus de celles et ceux qui travaillent. Ça, c'est une vraie stratégie économique. C'est pas simple à mettre en place, ça demande du travail, mais il y a 700 économistes au Trésor, donc si on les met au travail avec une vision, on a quelque chose qui peut donner quelque chose d'intéressant. On a maintenant un commissariat au plan aussi, on pourrait le faire travailler vraiment. Hein, François Bayrou, si tu m'écoutes, au boulot. Mais voilà, c'est pas vraiment pour l'instant, en fait, on navigue à vue, quoi. Donc on a des aides publiques qui sont distribuées, qui sont en fait pas... On n'a pas de plan de relance véritable, on a simplement des aides distribuées ou des cadeaux de fait comme la baisse des impôts de production sans vision, et on espère que le marché, par magie, réussira à limiter la casse, quoi. Ce qui est à peu près certain, c'est que ce qui a été perdu ne sera pratiquement jamais... Enfin, une bonne partie de ce qui a été perdu ne sera pas retrouvé. Donc vous allez voir qu'en 2021, on va avoir de la croissance. Alors il ne faut pas se dire que ça va mieux. Quand vous avez fait une chute énorme, bah forcément, quand vous rouvrez un jour, quand vous rouvrez les restaurants, bah vous avez du coup quelque chose, une remontée, mais qui ne rattrape pas le niveau d'avant. C'est-à-dire qu'avant on était là, en termes d'activité économique, on a chuté, et puis on va remonter, mais quelque part par ici. Ce qui est entre les deux, là, ça veut dire des centaines de milliers d'emplois en moins, voire même plus d'1 million d'emplois en moins. Et avec les conséquences sociales qu'il y a derrière. Hein. Et ça, c'est dramatique, quoi. Et donc, dans le même temps, ça peut entraîner aussi, c'est ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, bah, des problèmes majeurs sur le système bancaire, et derrière, du coup, une crise aussi économique qui deviendrait pratiquement autonome, en fait, de la crise sanitaire. Donc, c'est pas très encourageant ce que je vous dis là, mais ça, c'est à gouvernement et à vision politique constante. Ce qu'on espère, évidemment, c'est que tout ça, ça change, quoi. Et qu'il y ait des propositions alternatives pour radicalement changer de trajectoire, faire une vraie rupture, quoi. Mais ça, il suffit pas de le dire. Voilà, j'espère que ma petite histoire était à peu près claire, à défaut d'être réjouissante, mais que vous avez compris un peu ce qui se passait, quoi, sur les marchés financiers, que vous avez compris un peu ce qui se passait aussi du côté des entreprises, de la façon dont elles étaient aidées, cette histoire de zombies. Donc comme d'habitude, hein, je vous donne pas de certitude, puisqu'on n'en a jamais, mais par contre, on a voilà, des perspectives et des éléments d'analyse. Quand tout ça aura bougé, on refera des points d'actu là-dessus, évidemment. C'est souhaitable, non, que les entreprises fassent faillite si elles sont incapables de générer des bénéfices. Ce qu'il faut viser, c'est sauver les entreprises qui ont un potentiel futur. Et oui, mon cher Back Not Found, mais il y a qui dans les entreprises? Et là, ça c'est un enjeu même pour les syndicats qui est extrêmement fort. Tu dirais, toi, tu irais dire aux salariés de l'entreprise, bon bah, désolé, vous devez disparaître. Ça, c'est intolérable. Et en fait, la question, c'est pas tellement de sauver les entreprises, c'est de sauver les emplois. Ce qui sont deux choses différentes, quoi. Et donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait, du coup, pour créer suffisamment d'emplois, pour tous et toutes, pour éviter le chômage de masse, pour garantir les revenus? C'est ça, la stratégie économique. Ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il essaye de sauver les entreprises sans soucier de qui il y a dedans, de celles et ceux qui y travaillent. Et donc, il y a quand même quelque chose de très paradoxal, c'est
l'objectif, la seule façon dont on justifie le fait qu'il y ait des dividendes, par exemple, le fait qu'il y ait des entreprises fassent ce qu'elles veulent, c'est quand même bien parce qu'elles sont censées créer de l'emploi. Si on sauve des entreprises sans créer d'emploi ou sans sauver d'emploi, pourquoi est-ce qu'on les sauve? C'est quoi l'objectif économique derrière? Et là, d'un seul coup, vous mettez des gens face à leurs propres contradictions. Les répercussions sur l'emploi sont déjà visibles, et bien en fait, Capacoup, pas totalement. C'est ça un peu le drame, c'est que quand tu es en intérim, c'est très, très concret, ta agence d'intérim ne t'appelle plus. Voilà, tu n'as plus de boulot. Première variable d'ajustement dans l'entreprise. Deuxième variable d'ajustement, ça c'est les données du ministère du Travail, hein. C'est ce qu'on appelle la DARES, Direction statistique du ministère du Travail. Alors j'ai plus l'acronyme exact, je veux bien que Vicou tu me le redonnes parce que j'oublie tout le temps. Deuxième variable d'ajustement, les CDD. Vous avez quelqu'un qui est en CDD, ben on lui dit au revoir, c'est fini pour toi, quoi. On te prolonge pas. Et puis ensuite vous avez les plans de licenciement. Mais un plan de licenciement ça prend du temps, il faut négocier, etc. Donc voilà, là on en a plusieurs centaines qui sont prévus pour 2021, avec plusieurs dizaines de milliers d'emplois à la clé. Et vous rajoutez tous les emplois indirects, les emplois induits. Et là, vous avez tous les ingrédients pour une catastrophe sociale majeure, quoi. Et je crois que c'est là où il faut vraiment qu'on réfléchisse à des alternatives. Alors, Petch, est-ce que tu peux parler de ton stream? C'est super intéressant, merci, c'est très gentil. Comment tu vois tes prochains épisodes? Eh ben, en gros, je pense que je vais faire des petits points d'actu comme ça, tu vois, qui sont pas... Alors, c'est à peu près cadré, mais bon, c'est pas non plus une vidéo YouTube, hein, en termes de montage, etc. Assez régulièrement, je pense 2 ou 3 fois par semaine. J'ai aussi envie de faire une émission qu'on appellera le Coq 40. Alors ça, c'est grâce à un ami sur Twitter qui est prof de cinéma qui m'a dit ce serait marrant comme nom, ça serait expliquer en fait en 40 minutes un concept économique, en discuter, et puis se dire qu'au bout de 40 minutes, on est capable d'avoir compris les grandes lignes, quoi. Ça peut être le temps de travail, ça peut être le chômage, ça peut être plein de choses. Voilà comment je vois un peu la suite pour l'instant. J'aimerais bien aussi faire des émissions pédago avec des PowerPoint un peu chiadés sur la dette, par exemple, sur des choses très concrètes. On va aussi faire des interviews d'économistes. Première interview, c'est lundi à 18h, vous pouvez noter dans vos agendas. Je vais faire l'annonce très vite sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter, parce que c'est le seul sur lequel je suis. On va interviewer un économiste, je vous donne pas encore le nom, petit teasing, mais qui est aussi un économiste un peu généraliste, quoi, pour parler de la situation des étudiants, des étudiantes, et rendre hommage en partie à Bernard Maris aussi, qui a été tué à l'époque dans la tuerie de Charlie Hebdo, et qui était un économiste et un journaliste aussi extrêmement intéressant et très sympathique. Donc on parlera de ça, donc tu vois, tout un tas de projets d'émissions, et puis ça évoluera aussi avec le temps et avec ce que vous me direz, quoi, ce qui vous intéresse. J'avais déjà noté quelques éléments de quelques sujets, et puis voilà, quoi, on va essayer de bosser tout ça tranquillement, et puis surtout je vais aussi jouer un petit peu de temps en temps. Par exemple demain, là, ça fait 2 jours de suite que je parle d'éco, je pense que je vais plutôt jouer tranquillement demain soir, un petit jeu, et puis voilà, on va se mettre tranquillement, si je stream, ce qui n'est pas sûr pour demain. Mais voilà en fait l'idée générale de la chaîne, et puis on mettra les VOD sur YouTube aussi progressivement, donc je vous mettrai le lien de YouTube aussi. Bruno Le Maire, il n'est pas économiste, ah bah non, en fait j'ai l'impression qu'il est surtout écrivain en ce moment. Il jouait à ICO. elle est pas mal celle-là. Celle-là, elle est pas mal du tout. Alors, donc il y a Vico qui a parlé. Difficile de parler de taux d'endettement de moyen car certains sont très endettés. Ceux qui viennent d'emprunter pour une achat immobilier, la plupart n'ont aucune dette. Ouais, c'est juste. Mais donc voilà, je pense que... À combien de followers tu fais cette fameuse tier list? Ah bah oui aussi. On va complètement faire une tier list des économistes ou éditorialistes médiatiques. Ça, je pense que ce sera assez rigolo. On fera ça en direct, hein, avec, vous savez, le truc où on peut faire la tier list, là. Et est-ce que certains vont réussir à dépasser le C-tier? C'est la grande question. Hâte que Bruno Le Maire écrive un livre érotique comme Chiappa. Non mais c'est un truc de fou quand même. Ces ministres, je sais pas où ils trouvent le temps d'écrire des bouquins. Ça me fascine. Ils disent c'est mon temps à moi, etc. Mais alors ça, pour moi, c'est totalement... Alors évidemment, faut pas être naïf non plus. C'est certainement pas eux qui écrivent leurs bouquins. Bruno Le Maire, il a quelqu'un qui a dû lui écrire et ensuite il a signé. C'est vraisemblable. Et merci Romain Nanin de dire que c'était intéressant comme stream. En tout cas, on essaye. Et puis voilà, j'espère que c'était suffisamment clair et que vous avez appris des choses avant d'aller soit manger, soit vous reposer. Il faut un tiers spécial pour l'anglais. Oh oui, il y aura un tiers spécial pour l'anglais. Eh ben merci Zarget, ouais, ben j'espère que le programme vous plaira et je pense qu'on a beaucoup de choses très intéressantes à se dire. On fera une
tout un ensemble, en fait, une playlist aussi spéciale sur la Sécu. On parlera de la Sécu, on parlera du financement de la sécurité sociale, on fera des interviews, on fera toutes ces choses-là. Et donc voilà, ce sera super. Donc moi je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait sur Twitch. Et puis aussi par exemple sur Twitter si vous voulez. Avant, as-tu parlé de Bitcoin? Est-ce que tu me connais un peu plus le sujet? Perso, je ne pense pas que ce soit une bulle principale parce que les institutionnels ont une perte de confiance dans le dollar. Écoute, ouais, on pourra parler du Bitcoin, pourquoi pas. Très bonne idée, de toute façon ça c'est un sujet aussi qui intéresse beaucoup de monde. Et puis voilà, on se revoit très bientôt, donc je sais pas encore quand. J'ai enregistré cette fois, donc ce sera vraisemblablement sur YouTube.